Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Fred. Au sommaire, ils se vantent d'avoir arrêté pas moins de 7 guerres sans le moindre coup de fil de l'ONU. Donald Trump, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, s'en prend au multilatéralisme et aux institutions internationales. Il appelle les États européens à fermer leurs frontières à l'immigration, sans quoi ils seront voués à l'enfer, selon le président américain. Donald Trump qui appelle aussi les pays de l'OTAN à abattre les avions russes qui violeraient leurs espaces aériens. Les propos les plus fermes jamais prononcés jusque-là par le locataire de la Maison-Blanche envers Moscou, après une nouvelle incursion, cette fois au-dessus d'Oslo et de Copenhague, sans que la responsabilité de la Russie soit établie à l'heure qu'il est. C'est tout de suite, c'est l'essentiel. C'est le discours événement de ce mardi au premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Et en attendant Emmanuel Macron, vous pourrez le suivre en direct d'ici environ 2 heures, Donald Trump a donné sa vision du monde dans un style très personnel comme à son habitude, entre auto-célébration, anecdotes et digressions, le tout délivré sur un ton résolument monotone. Le président américain n'en a pas moins développé une idée du chemin que devrait suivre selon lui l'Occident, à commencer par l'Europe, objet de toutes ses attentions, comme à propos de l'immigration. Écoutez. Il est temps de mettre fin à l'expérience ratée des frontières ouvertes. Vous devez y mettre fin maintenant. Je peux vous le dire, je suis vraiment doué pour ce genre de choses. Vos pays vont droit en enfer. Alors on reviendra sur d'autres aspects du discours, Patricia, mais cette manière d'apostropher les Européens, de leur dire qu'ils seraient voués à l'enfer s'ils refusaient de fermer leurs frontières comme l'ont fait les États-Unis. Pourquoi chercher à ce point à les convaincre? On croyait Donald Trump obsédé par America First, l'Amérique d'abord. Le voilà sincèrement préoccupé par le sort de l'Europe? Non, il n'est pas préoccupé par le sort de l'Europe. Il n'aime pas l'Europe. Parce qu'on représente tout ce qu'il déteste. On est un groupe de pays, donc avec lequel il ne peut pas faire le bilatéralisme qu'il adore. On a des valeurs qu'il rejette. On défend le droit international qu'il rejette. Et on défend le multilatéralisme qu'il rejette. Donc on a tous les défauts et en plus, effectivement, on avait, parce que maintenant je pense qu'on peut plutôt mettre à l'imparfait, une certaine vision d'une politique climatique qu'on est en train d'un peu suspendre, j'ai envie de dire, actuellement. Alors ça, il avait bien vu ce qu'il a dit sur le climat, qu'il rejette complètement, qui est une erreur, qui est la plus grande arnaque, a-t-il dit. Et en plus, on a effectivement une immigration forte. Et alors là, pour lui, c'est le summum du summum. Donc en fait, on est tout ce qu'il déteste, donc il cherche à nous convaincre de devenir comme lui, c'est-à-dire d'une Europe éclatée, chaque pays indépendant. C'est pas un éclatement de l'Union européenne, dans ce sens-là, et d'ailleurs il rejoint très bien Vladimir Poutine, et puis avec des États plutôt illibéraux, à l'image de la Hongrie, parce qu'il faut dire quand même son modèle en Europe, c'est le hongrois, avec quand même un bémol, il achète un peu trop de pétrole à la Russie. C'est pourtant le propre des nationalistes de refuser l'ingérence chez les autres. Ce n'est pas ce que fait Donald Trump. Gauthier Ribinski, à la suite de J.D. Vance à Munich, de Pete Hegseth à l'OTAN, ce sont des rebelles avec une cause, d'une certaine manière, hein, pour reprendre un peu James Dean, habités par un projet pour le monde occidental. Alors, pourquoi pas? Mais si vous voulez, quand on écoute, comme on l'a fait en entier, le discours de Trump, moi je me suis dit par exemple que si nous avions un budget à France 24, on pourrait débaucher des employés des usines à trolls de Poutine à Saint-Pétersbourg pour nous faire par ligne les erreurs, les approximations, les torsions. Parce que ça allait à une vitesse, que ça soit sur l'économie, que ça soit sur le climat, j'y reviendrai. Alors là, quand vous me dites finalement, il y a une cause. Oui, il y a une cause, et c'est pour ça que Patricia le soulignait à juste titre. On dit souvent que Trump est imprévisible. Je pense simplement que quand il s'agit d'affronter, par exemple, comme il l'a fait, l'Europe, en disant « vous courez à la catastrophe avec l'immigration », je pose la question, lui, il ne court pas à la catastrophe, c'est-à-dire que
comprimer un fortin américain avec tout autour des gens qui n'en peuvent plus, d'ailleurs qui ne seront pas aidés, qui n'auront qu'une idée, c'est d'entrer aux États-Unis, quoi qu'il se passe, avec les tensions que ça peut créer. Dans l'immédiat, peut-être que ça marche. Il est en train de préparer une bombe pour les États-Unis, de la même manière qu'avec le climat. Le climat, là, il y a quelque chose de presque qui, à mon sens, mérite un jour le tribunal, parce que vous savez très bien, oui, mais enfin, des gens vont mourir de manière conséquente. Par inaction climatique. Écoutez, quitter l'accord de Paris et maintenir, par exemple, que le charbon est inoffensif, moi je vous trouve des dizaines et des dizaines de personnes qui savent que le charbon, c'est pas inoffensif. Sauf que on avait un prétexte jusqu'à présent, enfin jusqu'à une dizaine d'années, on pouvait dire non, on ne le savait pas. Lui, il le sait. Vous voulez dire que les personnes qui vont développer un cancer de la plèvre pourront demain traduire en justice Donald Trump? Mais ça vaudrait le coup. Et les gens qui habitent dans des îles, des micro-îles ou du Pacifique et qui verront leur maison submergée parce qu'on leur aura dit, l'homme le plus puissant de la Terre leur aura dit mais non, c'est des foutaises tout cela. Mais attendez, il y a une responsabilité de l'homme le plus puissant du monde. On ne peut pas impunément balancer des inepties pareilles et puis après dire non, c'était quand j'étais au pouvoir. On va peut-être écouter l'ineptie en question, justement, sur le climat, Donald Trump. C'est l'arnaque. Sur une période de 7 mois, j'ai mis fin à 7 guerres. Le changement climatique. La température peut monter, peut descendre, qu'importe ce qu'il se passe, c'est le changement climatique. C'est la plus grande arnaque jamais fabriquée au monde, à mon avis. Si vous ne vous échappez pas de cette arnaque verte, vos pays vont couler. Et je suis très bon pour prédire les choses. Vous savez, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vrai. J'ai eu raison sur tout. Alors, il y a un côté un peu stand-up, hein, comme on dit maintenant, mais il y a effectivement des propos tenus vers des pays insulaires qui, pour beaucoup, ressentent directement l'impact de ce réchauffement climatique. Alors lui parle maintenant de changement, il dit c'est plus commode parce qu'en 1930 on parlait de refroidissement, maintenant de réchauffement, donc en fait on dit n'importe quoi. Il accuse la communauté scientifique en fait de tromper et ce faisant de coûter des emplois à l'économie occidentale. Bien sûr, parce qu'il ne peut pas forer et souffler des fumées de charbon comme il le voudrait si on suivait les scientifiques. Non, mais ce qu'il y a de fou dans le discours de Donald Trump, je crois, c'est la négation de la science. Moi, c'est ça qui me marque le plus. Parce que dans tous ces discours, que ça soit sur l'économie, que ça soit sur le climat, il y a chaque fois, en économie, dans le domaine climatique, il y a des scientifiques, il y a des gens qui étudient, qui font des graphiques, qui font des trucs, et qui ont des éléments de preuve. Regardez, le paracétamol. Oui. Ils viennent déclarer que parce qu'il y avait une étude contre 10 études, dont le Lancet, etc., qui avait déclaré que le paracétamol était responsable de l'autisme, hein, je vois, c'est bien ça, et il interdit. Non mais, je veux dire, c'est incroyable. Cette négation de la science, c'est un retour finalement à des temps préhistoriques, alors que parallèlement, il s'appuie sur les IA, sur les géants de la Silicon Valley, sur les gens de la Silicon Valley, mais qui ont le même projet politique que lui, c'est-à-dire c'est un projet totalement de société, totalement illibéral et j'ai envie de dire très réactionnaire. Parce que lui dit placer sa foi dans la science, mais non pas la science du GIEC, la science des nouvelles technologies qui permettrait de dépasser l'horizon de la planète, l'horizon fini de la planète. Il a simplement dit il y a des dangers aussi. C'est la seule chose à peu près mesurée qu'il ait dite, mais effectivement, c'est un projet politique qu'il y a là derrière. Et celui-là, il est parfaitement cohérent. Depuis que Trump est au pouvoir, je ne vois pas un seul moment où ce projet, à la fois politique et culturel, puisqu'on le voit bien, ça relève aussi finalement de ce que nous avons envie de vivre et comment nous nous représentons une société humaine. Eh bien, ce projet ultra-réactionnaire, c'est celui, on a parlé récemment de la caverne de Platon, c'est celui qui est sorti de la caverne, qui a vu la lumière, qui a vu la connaissance, qui a dit non, c'est pas bien, je retourne au fond dans le noir et je siffle, parce que je suis fier d'être en plus un idiot, un imbécile. Bon, voilà, c'est ça, il y a cette cohérence chez Trump qui est le projet politique et fondamentalement culturel. Après qu'il y ait des pente sinueuse pour atteindre ce projet, c'est quelque chose de différent. Regardez bien, à moins que vous vouliez en parler plus tard sur ce qui concerne Moscou et la Russie. Oui, alors on va en parler plus tard si vous voulez bien, parce qu'on va quand même faire un petit détour par le multilatéralisme et l'ONU, parce que c'est un projet, en tout cas le projet Trump, qui ne passe manifestement pas par l'ONU, si l'on en croit le président américain. Écoutez.
ça, ils détestent. Sur une période de 7 mois, j'ai mis fin à 7 guerres sans fin. Il disait qu'il était impossible d'y mettre fin. Aucun président, ni aucun Premier ministre, en fait, aucun pays n'a jamais fait quelque chose comme ça. Et je l'ai fait en seulement 7 mois. C'est vraiment dommage d'avoir dû faire ça à la place des Nations Unies. Et malheureusement, à chaque fois, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider. À quoi servent les Nations Unies? L'ONU a un très fort potentiel. Mais tout ce qu'elle semble faire, c'est d'écrire des lettres avec des mots très forts. Mais après, rien ne se passe. Ce sont des mots vides. Et les mots vides ne résolvent pas les guerres. L'ONU n'est que le reflet des États qui la composent. Patricia Lémonière, l'incapacité de l'ONU à agir, n'est-ce pas celle du Conseil de sécurité, paralysé par les vétos, notamment américains, lorsqu'il s'agit d'imposer des négociations à Gaza? Veto américain, veto russe, enfin, on connaît toute la rhapsodie des vétos. On connaît le fait que l'ONU a eu des phases où le multilatéralisme onusien a marché après la chute du mur de Berlin, à peu près, pendant une phase où, avec la Russie, ça a à peu près collé. Je dirais 10, 15 ans. Et de nouveau, c'est vicié. Donc, à partir du moment où ça n'avait pas marché avant, hein, sous la guerre froide, c'était pareil. Il n'y avait pas d'alignement des planètes non plus. Sous la guerre, donc on dit c'est la crise, c'était la même crise sous la guerre froide. On a parfois la mémoire un peu courte. Non, mais en même temps, ce qu'il dit dans son attaque du multilatéralisme, qui est une erreur, parce que je crois qu'il vaut mieux que les peuples se parlent, même si c'est un peu lent, mais il pointe du doigt des failles que tout le monde reconnaît. L'ONU est un espèce de machin, et c'est pas le premier à le dire, hein, qui coûte de l'argent et qui effectivement a de la difficulté à accoucher. Regardez les opérations de maintien de la paix. Regardez, alors il parle de ces 7 guerres qu'il a réglées, dont la guerre en RDC, en République démocratique du Congo, qui n'est pas réglée. C'est un mensonge. C'est bien une des plus graves guerres qu'il dit avoir réglées et qui n'est justement pas réglée. Mais l'ONU a failli sur toute la ligne. Les missions de paix ont commis les pires atrocités, même qui ont pu exister en République démocratique du Congo, et ont totalement échoué, parce qu'elles ne sont pas dotées des armes suffisantes sur un plan militaire. Gauthier, ce sont les États-Unis qui rendent l'ONU inopérante avec la Russie, avec la Chine, ou bien est-ce l'ONU elle-même qui, dans ses missions, démontre de la corruption, parfois même de la violence impliquée dans des exactions en Haïti ou ailleurs? Alors ça, c'est le cas le plus extrême, mais d'une manière générale, la puissance de Trump aujourd'hui est inversement proportionnelle à nos lâchetés et aux incapacités de l'ONU. Je prends un autre conflit qu'il prétend avoir résolu, c'est celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Si effectivement régler un conflit... Il parlait lui d'Azerbaïdjan et d'Albanie au début. Oui, tout à fait, mais bon, alors là, écoutez... Il a dû répéter. Aux innocents les mains pleines, mais là, il dit « j'ai résolu ». Bien. Si résoudre un conflit consiste à faire en sorte que l'un des membres soit complètement, mais ratatiné, exsangue, ah oui, effectivement, là ça résout les conflits. Je rejoins ce que disait Patricia, parce que, si vous voulez, le multilatéralisme, d'ailleurs, on ne sait pas très bien à quoi il s'en prend, parce qu'il critique ce multilatéralisme, mais quand il a parlé, très peu d'ailleurs, de la démarche de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, etc., de reconnaître la Palestine. Qu'est-ce qu'il dit? Dans une démarche unilatérale, ils ont voulu que l'on reconnaisse la Palestine. Qu'est-ce qu'il veut, Donald Trump? Unilatéralisme ou multilatéralisme? Et puis, vous le voyez aussi, et c'est ça l'hypocrisie du personnage, quand il parle de Moscou, là on se dit, il n'est pas content, il l'a dit, Papa Trump n'est pas content de Poutine. Il dit, vous savez, si les choses continuent comme ça, des incursions de drones, etc., je vais... Et alors là, on se dit, il va enfin taper du poing sur la table. Il dit, je vais imposer des droits de douane. Et c'est la panacée, le droit de douane. Or, c'est quoi le droit de douane? Sinon, une manière de dire aussi pour Trump, je n'arrive pas à régler ce conflit, donc je vais voir ailleurs, sur la pointe des pieds, et donc je ne résous pas un conflit de plus. Donc les 7, on a bien vu qu'ils étaient déjà suspects de ne pas être résolus du tout, et les 2 principaux auxquels ils s'attaquent, écoutez, jusqu'à présent, c'est chou blanc.
Oui, alors Donald Trump qui s'en est pris à la Russie aussi, il évoquait des sanctions, et puis là, interrogé à la sortie de son entretien avec Volodymyr Zelensky, c'était juste après le discours, eh bien, il le dit, les pays de l'OTAN qui verraient leur espace survolé par des appareils russes, eh bien, ont toute autorité pour les abattre. Écoutez-le. Monsieur le Président, pensez-vous que les pays membres de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils pénètrent dans leur espace aérien? Oui, je le pense. Bah oui. Voilà, on vient de l'entendre. Gulliver Krag est avec nous en direct de Kiev. Gulliver, on sait sur quoi porter cet entretien. Il semblerait qu'il se soit bien passé puisque Donald Trump, à la sortie, ne tarissait pas d'éloges pour Volodymyr Zelensky, un homme décrit comme courageux. Bien passé dans la forme avec le président américain qui loue le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne pour leur succès, leur courage, et Volodymyr Zelensky qui arrive aussi à dire qu'il est absolument d'accord avec Donald Trump sur le fait que les pays européens devraient arrêter d'acheter le gaz et le pétrole russe. Il devait être content, je pense, de trouver quelque chose sur quoi il était absolument d'accord, et c'est quelque chose que les Ukrainiens disent depuis longtemps. Donc, même si ce discours incohérent de Donald Trump et plein de fausseté a dû choquer, je pense, l'exécutif ukrainien, tout comme le monde entier, Volodymyr Zelensky a trouvé quelques petits trucs où il était d'accord, donc ça a pu plaire à Donald Trump. L'humeur semblait être bonne, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il y a? Juste après que Donald Trump a dit que les pays de l'OTAN devraient abattre des avions russes qui rentrent dans leur espace aérien, là c'est quelque chose peut-être de concret qui est considéré en Ukraine clairement comme une bonne chose. Mais juste après, il a répondu à une question: est-ce que vous faites confiance encore à Vladimir Poutine? Il a répondu: je vais vous dire dans un mois. Et en Ukraine, là, tout de suite sur les réseaux sociaux, il y a cette explosion de blagues à un mois, c'est le nouveau 2 semaines ou le nouveau 2-3 semaines. Mais le sentiment, c'est que Donald Trump va continuer de botter en touche. Et d'ailleurs, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui aujourd'hui, dans une interview à la télévision américaine, a dit que les États-Unis pensaient que ce ne serait pas une bonne idée d'imposer des sanctions plus sévères sur la Russie en ce moment, parce que cela pourrait les empêcher de jouer le rôle de médiateur. Donc on voit que les sanctions, qui étaient vraiment la chose la plus importante que l'Ukraine voulait essayer d'obtenir de cette administration Trump, ne vont pas matérialiser. On le voit se démener, Volodymyr Zelensky, à nouveau aller à la rencontre de Donald Trump. Il a le soutien du peuple ukrainien aujourd'hui dans sa démarche? Je pense qu'il a absolument le soutien du peuple ukrainien dans sa démarche sur l'arène diplomatique. Sa manière de communiquer sur l'Ukraine, sur cette guerre, il y a relativement peu de critiques sur ce qu'il fait à l'international. Mais les critiques à l'intérieur de l'Ukraine ne cessent d'augmenter, surtout après cet épisode en été où il y a le passage de cette loi pour essayer de mettre les agences anticorruption sous contrôle. Là, il a dû faire marche arrière après les manifestations dans la rue. Mais en réalité, les détectives qui ont été arrêtés le même jour que cette loi avait été passée et son père sont toujours détenus, accusés d'avoir voulu faire du commerce avec la Russie, mais les preuves qui ont été présentées pour le moment sont absolument pas convaincantes. J'étais aujourd'hui dans le tribunal où il essayait de pouvoir être relâché sous caution avant le procès. Le juge l'a refusé et je dois dire que les arguments de sa défense étaient très convaincants et l'argument de la prosécution absolument pas. La défense, les avocats et les activistes anticorruption aussi disent que c'est quelque chose qui est vraiment, qui pourrait vraiment menacer l'avenir de l'Ukraine et la sécurité de l'Ukraine, parce que si elle n'arrive pas à faire fonctionner ces agences anticorruption et vraiment lutter contre cette corruption, si elle continue à avoir un système judiciaire qui semble à la botte du président, alors l'Ukraine ne va pas pouvoir accéder à l'Union européenne. Et alors vous avez de plus en plus d'activistes qui tirent la sonnette d'alarme et qui veulent vraiment qu'à l'international ça parle un peu plus de ces problèmes. Tout cela étant dit, le cote de popularité de Zelensky reste de 68%, ce que après 6 ans au pouvoir, il faut l'avouer, est relativement impressionnant. Merci Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24. Patricia Lémonière, pas de changement finalement sous le soleil. Il y a ces déclarations sur les pays de l'OTAN qui peuvent abattre les aéronefs russes. Et puis après, voilà, ce soutien à Zelensky, mais un mois supplémentaire pour la Russie. Comment vous analysez tout ça ?
Mais je crois qu'il se désengage, tout simplement. Pays de l'OTAN, c'est votre problème, hein, vous avez qu'à l'abattre. Moi, je l'abattrais en style, donc vous avez qu'à le faire. Et puis les Turcs l'ont bien fait, et d'ailleurs ça a marché, et jamais plus l'espace aérien en 2015. Ouais, en 2015. Là, en 2022, récemment, durant cette guerre, là, 2022-2023, j'ai plus la date, excusez-moi, en tête, là, au moment où je vous parle, mais très récemment. Il y a eu les 2 pilotes, il y en a même un, je crois, il y a eu un peu de difficulté, enfin on ne sait pas ce qui est sur les 2 pilotes. Donc les Turcs ont fait ça durant cette guerre, la guerre qui nous occupe, là celle de l'Ukraine, nous ne le faisons pas. Alors, parce que effectivement les drones étaient pas militarisés, sauf en Roumanie, et les avions ont frôlé. Mais enfin, à un moment donné, Trump dit allez-y, vous avez qu'à frapper. Et puis, ce qu'il donne vis-à-vis de Zelensky, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des réassurances et il cherche des garanties de sécurité. Quid des garanties de sécurité? On n'en a pas entendu parler, zéro. Et qu'est-ce qu'il dit aux Européens? Débrouillez-vous. Vous avez qu'à, si vous voulez que je mette des sanctions, eh bien, ne plus acheter de pétrole et de gaz. Et il ajoute, mais ceci dit, je ne crois pas aux sanctions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va rien faire et qu'il va se désengager. On va écouter justement ce qu'a dit Donald Trump à la tribune des Nations Unies en pointant du doigt les pays européens qui continuent à acheter du pétrole et du gaz russe. Si la Russie n'est pas disposée à consentir à un accord pour mettre fin à la guerre, les États-Unis sont prêts à imposer un train très fort de sanctions tarifaires qui, je le crois, arrêtera le massacre très rapidement. Mais pour que cela soit efficace, il faut que les nations européennes, et vous tous êtes réunis ici maintenant, devrez nous suivre et adopter les mêmes mesures. Je veux dire, vous êtes beaucoup plus proches. Nous, on a un océan au milieu. Vous êtes sur place. Et l'Europe doit accélérer. Ils ne peuvent pas continuer de faire ce qu'ils font. Ils achètent du pétrole et du gaz à la Russie alors qu'ils se battent contre la Russie. C'est vraiment embarrassant pour eux. Et j'ai été vraiment embarrassé pour eux quand je l'ai découvert. Ça, je peux vous le dire. Et en effet, l'année dernière, les Européens ont importé 18% de gaz russe supplémentaire par rapport à l'année précédente, tandis que Serbes et Hongrois, eux, continuaient d'importer du pétrole russe. Il a soulevé un lièvre, Donald Trump. Non, il n'a pas soulevé un lièvre. Il dit, alors là, pour le coup, c'est tout à fait réel, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que son pouvoir, son éminence découle forcément de nos contradictions. Simplement, ce qu'il faut voir, et ça c'est la faiblesse conceptuelle de l'Europe, c'est de se dire que tant que les États-Unis, sur la question justement des énergies, ne bougeaient pas, on ne pouvait pas bouger non plus. La réaction, il faut bien le voir, a été causée par la guerre, bien sûr, en Ukraine, et par la façon dont les États-Unis allaient se déterminer. Quand c'était Biden, il dit « vous inquiétez pas, on est là pour vous aider », Trump dit non, et tout d'un coup, l'Europe réagit en disant « tiens, il y a une urgence, il faut s'en préoccuper ». Donc quand vous dites « il soulève un lièvre », oui, il soulève un lièvre pour les réseaux, pour par exemple tout ce qui est complotiste et soutien d'extrême droite, qui vont dire, vous voyez bien, Trump a raison. En réalité, il profite de cette situation pour, comme le disait Patricia, me semble-t-il, être capable, le moment voulu, de se dégager un peu comme un poltron, en disant, c'est vous, Européens, qui n'avez pas été à la hauteur, c'est vous qui n'avez pas pris les mesures qu'il fallait, donc moi, je suis propre, je me désengage. Je voudrais quand même souligner, parce que je pense qu'on arrive à la fin de ce sujet-là, une chose qui m'a paru très importante, et qui était vraie, celle-là, c'est que enfin, Donald Trump a reconnu que Joe Biden avait été président des États-Unis. Ça, c'est quand même, on a au moins, après quelques années, atteint ça. Donc l'élection de 2020 n'était pas usurpée. Et que c'était son prédécesseur. Pour apporter quand même une petite précision, on achète du gaz liquéfié russe, et le plus gros acheteur, c'est les Français. Mais l'Union européenne a décidé qu'on allait faire un train et bloquer ces achats en 2027, mais ça n'est pas voté. Mais il faut savoir que c'est nous qui achetons du GLL, principalement en Russie, parce qu'on a Total. Oui. C'est quand même un argument difficile à contrer. Et on a Total qui travaille. Dernier mot tout de même, c'est important parce que Donald Trump alignant cela sur la position israélienne, pour lui reconnaître un État palestinien comme l'a fait hier Emmanuel Macron au nom de la France revient à récompenser les terroristes du Hamas. Écoutez.
Comme tout le monde le sait, je me suis fortement engagé pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Il faut qu'on l'obtienne, il faut qu'on le fasse. Malheureusement, le Hamas, de manière répétée, a rejeté des offres raisonnables pour faire la paix. On ne peut pas oublier le 7 octobre, n'est-ce pas? Et maintenant, comme une manière d'encourager une continuation du conflit, certains membres ici cherchent à reconnaître unilatéralement un État de Palestine. La récompense serait trop grande pour les terroristes du Hamas, pour leurs atrocités. Ce serait une récompense pour eux, pour leurs horribles atrocités. Au lieu de céder face au Hamas et à leur demande de rançon, ceux qui veulent la paix devraient s'unir autour d'un seul message: libérer les otages maintenant. En mettant la pression maximale sur le Hamas, Donald Trump ces dernières semaines a obtenu en tout cas que l'organisation islamiste palestinienne souhaite à tout prix aller aux négociations. Donald Trump va-t-il obtenir davantage d'avancées du Hamas qu'Emmanuel Macron avec sa reconnaissance sans condition? Allez-y. Je pense qu'il prend un risque. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est qu'en disant « je me suis très fortement engagé dans cette négociation » et qu'il n'a rien obtenu, il prend ce risque, sauf que personne ne va aller le contredire. C'est ça le problème. Vous avez vu à la fin, tout le monde a applaudi. Il y a une sorte de tétanie qui gagne le public. On a peur de ce que fait Trump. Et qu'importe s'il dit tout et son contraire, c'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Patricia. Sur cette question d'otages, on voit qu'il est totalement aligné avec la position israélienne, c'est effectivement, et il ne peut être que contre la position française. Quant à savoir laquelle des deux positions va gagner, alors là, franchement, c'est une autre question. Et ce qu'il faut effectivement regretter, c'est qu'il y ait ces otages. Et ce qu'il faut aussi regretter, c'est que tous les gens, à peu près 60 personnes, des femmes et des enfants, meurent à Gaza. Et je crois que là, personne n'en a parlé, il n'en a pas parlé de ces morts. Et j'aurais aimé qu'en plus des otages, il parle aussi des morts civiles qui sont eux aussi victimes de ce conflit qu'il n'arrive pas à arrêter. Il a eu un cessez-le-feu avant, tout au départ. Il n'a pas réussi à avoir un deuxième cessez-le-feu. Merci Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'Essentiel. Reste avec nous.